Ceci met fin au bloc avec l'opposition officielle. On passe maintenant à M. le député de les Îles-de-la-Madeleine. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais revenir rapidement, Monsieur le ministre, sur la question de la gestion des déchets dangereux et sous l'angle des sols contaminés au PFAS. Un collègue qui vous a posé la question, mais j'aimerais que vous m'évoquiez un peu, de votre point de vue ou du point de vue du ministère, quelle est la chronologie des événements qui ont mené à ce que tout ça se fasse un peu, je dirais, à l'insu de la population puis de la ville de Mascouche? En fait, je ne dirais pas à l'insu de la population. On a le gouvernement fédéral qui a fait un appel à projet pour traiter ou disposer de sols contaminés avec PFAS. Il y a quelques entreprises qui ont été... À quel moment, justement, là, si on veut parler de chronologie? Le ministre répondre à votre question, puis après, vous pourriez continuer. Vous voulez la date de l'appel à projet comme tel? En fait, je vais préciser ma question. C'est en réalité, quelle est la séquence des événements qui font en sorte que, je vais y aller de façon très précise, le ministère, selon notre compréhension, dit on devrait privilégier un traitement primaire sur le site, mais on n'exige rien. Quelle est l'implication ou la non-implication du gouvernement du Québec, qui essentiellement assiste comme témoin impuissant à ce que l'armée canadienne transporte des déchets qui sont contaminés, qu'on pourrait traiter sur les lieux, pour lesquels une technologie existe et une entreprise existe, et pourtant, parce qu'il n'y a pas de cadre réglementaire, ça on le comprend, mais aussi pourquoi il n'y a pas d'intervention ou de négociation auprès du gouvernement fédéral pour éviter la situation à laquelle on assiste. Il faut savoir que toute cette opération-là s'est faite en conformité avec la réglementation actuelle. Réglementation qui peut évoluer. On l'a mentionné, les PFAS, c'est une science qui est en développement. C'est une connaissance qui est relativement nouvelle, qui est beaucoup étudiée, notamment au Québec, et qui va amener forcément un ajustement réglementaire au cours des prochaines années. Mais c'est relativement nouveau comme science. Donc, ce qui s'est fait selon les connaissances d'aujourd'hui, avec la réglementation qui est présente sur le territoire québécois. Et Signataire est une entreprise qui est présente sur le territoire de Mascouche depuis de nombreuses années. Là. Ce n'est pas nouveau. Donc, il y a eu un appel à projet de la part du gouvernement fédéral auquel on n'était pas partie prenante. Notre rôle à nous, c'est de s'assurer qu'une fois où un traitement se fait sur le sol québécois, que ça se fasse selon la réglementation, et ça se fait selon la réglementation actuelle. Pour ce qui est du projet retenu, c'était à la discrétion du gouvernement fédéral. C'est la solution Signataire là, qui a été retenue dans le cas présent. Est-ce que oui ou non, le gouvernement fédéral vous a informé de son intention d'aller en appel d'offres? En fait, au niveau de la connaissance sur la contamination PFAS, c'est plutôt le gouvernement du Québec qui a, on s'en souvient, là, il y a eu quelques reportages à ce niveau-là. On a pu lever la main pour dire, écoutez, il y a un enjeu de contamination dans ce secteur-là, il faut trouver une solution. La solution était de s'assurer là, que les sols en question ne restent pas sur place. Et la solution elle-même retenue, c'est celle du gouvernement fédéral. Ce n'est pas celle du gouvernement du Québec. Est-ce qu'officiellement, le ministère ou le ministre a signifié au gouvernement fédéral qu'il préférerait qu'un traitement préliminaire soit effectué sur les lieux avant le transport des matières, des sols contaminés vers Mascouche? À ma connaissance, il n'y a que 2 seuls sites au Québec qui traitent de cette matière-là. Donc, le rôle du gouvernement du Québec, c'est que ça se fasse selon la réglementation en place, et c'est le cas. Donc, c'est le rôle qu'a pu jouer le gouvernement du Québec. Et Signataire est présente dans le secteur là, de Mascouche-Terrebonne depuis de nombreuses années et a l'expertise justement là, pour s'assurer
de l'enfouissement avec les règles actuelles. Est-ce que ces règles-là vont évoluer dans le temps? C'est très possible et notre réglementation permet justement des ajustements à ce niveau-là. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait l'absence d'un cadre réglementaire, ça pourrait être appelé à évoluer. Là, vous venez de dire que forcément, ça va évoluer. Est-ce qu'actuellement, il y a des gens au ministère qui sont mandatés pour travailler sur le développement d'un nouveau cadre réglementaire pour ces polluants éternels? Pour les PFAS, oui. Il y a déjà des mesures d'ailleurs qui sont en vigueur. Tout le dossier PFAS n'est pas encore en application à travers la réglementation. Mais au niveau des boues et de l'épandage, on a de la réglementation qui est déjà en développement, sinon en application lorsqu'il est question de PFAS. Donc, c'est une réglementation qui se développe au gré de l'évolution de la connaissance sur cette nouvelle réalité, de façon, je vous dirais, heureuse. Des PFAS, il y en a partout. Je veux dire, même sur nous, là, on a tous des PFAS selon ce que l'on porte ou selon ce qu'on utilise. Donc, c'est une présence qui est réellement répandue. La connaissance sur les méfaits ou les dangers potentiels de ces produits-là se développe. Elle est relativement nouvelle. La chance que nous avons au Québec, et je le dis comme ça, contrairement à plusieurs États, que ce soit européens ou même américains, on ne produit pas de PFAS au Québec. Donc, on a moins d'enjeux de contamination suite à la production de PFAS, mais étant donné Merci, qu'on Monsieur le produit de la ministre. matière résiduelle... Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, mais moi, juste en terminant sur ce dossier-là, qui est quand même important, mais qui prend beaucoup de notre temps aujourd'hui, je veux savoir si on se projette dans l'avenir, est-ce que c'est une bonne idée qu'on transporte des sols contaminés avec des PFAS ou le gouvernement, le ministère, envisage-t-il de réglementer cette question-là? Je le rappelle, ce qu'on nous dit, ce que la presse rapporte, c'est qu'il était tout à fait possible, avec la technologie qu'on connaît et avec la présence d'une entreprise dans la région, de traiter ces sols contaminés-là avant le transport et l'enfouissement. C'était une nécessité de déplacer les sols pour éviter que la contamination des sources d'eau du secteur s'étende. Donc, il y avait une certaine urgence d'agir à ce niveau-là. Pour ce qui est de la solution retenue, le gouvernement fédéral a agi en conformité avec la réglementation québécoise, mais oui, il fallait endiguer et répondre à cette situation-là qui risquait de compromettre les approvisionnements en eau dans le secteur. Donc, il fallait agir et on ne pouvait pas tout simplement attendre qu'il y ait de nouvelles technologies qui se développent ou qui puissent être accessibles sur le territoire même. Autre déchet dangereux, ou du moins qui représente une certaine menace, les déchets nucléaires. Vous avez fait référence au fait qu'on avait cette opportunité-là de transférer nos déchets nucléaires ailleurs pour les faire traiter, là où on a des capacités de le faire. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous pouvez nous dire si aujourd'hui, dans la dernière année, disons, sur le territoire du Québec, s'il y a des déchets nucléaires qui transitent par le Québec? En fait, le Québec est producteur de déchets nucléaires, ne serait-ce qu'au niveau médical. Cependant, on ne traite pas ces déchets-là. C'est là où, tout à l'heure, je disais, dans la spécialisation qui s'est opérée au fil des ans au niveau des types de matières dangereuses et des types de déchets dangereux à disposer. C'est une spécialisation qui ne s'est pas effectuée au Québec. Donc, on exporte nos déchets nucléaires, notamment médicaux. Pour ce qui est des déchets nucléaires, selon une demande d'accès à l'information qu'on a fait, on nous dit qu'en 2045, on prévoit que les déchets du Canada vont transiter par le Québec, par les routes, sur le fleuve Saint-Laurent, en provenance de Pointe-le-Pro notamment, donc au Nouveau-Brunswick. Est-ce que vous êtes au fait de cette situation-là? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur les mesures qui peuvent être mises en place pour éviter, évidemment, des contaminations, des déversements, que ce soit sur le fleuve ou sur les routes du Québec?
lorsqu'il est question de transport de déchets nucléaires, il y a des protocoles établis. Ici, notamment, c'est à travers le fleuve, le gouvernement fédéral a une responsabilité, mais ce sont des protocoles qui sont très bien établis. On connaît tous les risques afférents au nucléaire, donc ce ne sont pas des dossiers qui sont pris à la légère. Donc, à partir du moment où il y aurait transport, c'est effectivement balisé. Dans le cas d'instances québécoises et Transport Québec et la sécurité publique du Québec participent là, justement au groupe interjuridictionnel de planification du transport du combustible nucléaire. Donc, c'est balisé et oui, c'est anticipé et oui, on joue pleinement notre rôle à ce niveau-là. Tout à l'heure, je parlais des déchets nucléaire d'origine médicale, mais n'oublions pas qu'on a Gentilly aussi sur le territoire québécois. Et là aussi, une gestion là, qui est nécessaire au niveau des déchets. Là, que ça Mais compte tenu de ce dont on a déjà discuté depuis le début de l'étude des crédits sur Stablex, où on a dû agir en urgence, où il fallait développer de nouvelles cellules parce qu'on avait une urgence nationale selon les termes du gouvernement. Compte tenu de ce que vous venez de dire sur la question des PFAS, du transport des sols contaminés, on a dû agir en urgence, on n'avait pas de cadre législatif. Est-ce que pour ce qui est des déchets nucléaires, on peut nous garantir aujourd'hui qu'en 2040, 2045, là où des déchets nucléaires de Gentilly ou de Pointe-le-Trou vont circuler sur le fleuve Saint-Laurent, que le cadre législatif et réglementaire et que les mesures sont en place pour garantir la sécurité de nos sources d'approvisionnement en eau potable et la sécurité des Québécois? Non, tout à fait. Comme je le mentionnais, à travers 2 instances, là, le Québec est déjà impliqué dans ces démarches-là de cadre réglementaire. Donc, ce n'est pas improvisé, ce n'est pas une question qui risque de nous surprendre. Il y a déjà une implication active du gouvernement du Québec à travers ces différentes organisations là, dans le dossier. Puisqu'on parle de la question des déchets nucléaires, vous n'êtes pas sans savoir que le projet de Chalk River est fortement contesté. Nous avons d'ailleurs déposé des motions à répétition. Le gouvernement a refusé de se prononcer sur cette question-là. Pourtant, le 19 février dernier, la Cour a jugé que les Premières Nations de Québec n'avaient pas été consultées de façon appropriée. Le 14 mars dernier, on a également appris qu'on n'avait pas regardé toutes les alternatives raisonnables selon un deuxième jugement, le juge Zinn, qui a dit que le laboratoire nucléaire canadien n'avait pas regardé toutes les options. Est-ce que, oui ou non, le gouvernement, le ministre, va se prononcer sur cette question-là? Est-ce qu'il est préoccupé par la question du traitement ou de l'enfouissement de déchets nucléaires à proximité de la source d'approvisionnement en eau potable d'une grande partie des Québécois? Ouais, déjà, peut-être rappeler certains faits. On a pris position. Il y a eu des questions en Chambre là-dessus. On a invité le gouvernement fédéral à être nettement plus transparent dans ses communications avec la population. Il y a effectivement eu ce jugement-là au niveau notamment des communautés autochtones et notre collègue aux relations avec les Premières Nations le répète aussi depuis un certain temps. Le gouvernement fédéral se doit d'être plus proactif qu'il ne l'est actuellement dans le dossier. C'est à lui à défendre son projet. Cependant, si on parle du site lui-même, il faut savoir que c'est un site qui existe depuis de nombreuses années. Il y a sur place déjà, on ne parle pas du futur, déjà sur place des déchets nucléaires qui, à mon sens, d'un point de vue environnemental, sont mal protégés parce que des infrastructures qui sont désuètes. Donc, il faut protéger ce site-là de façon adéquate. Parce que oui, ça pourrait avoir une incidence sur le Québec à travers ses affluents notamment. Mais c'est au gouvernement fédéral d'expliquer son projet, de faire valoir ses mérites et sa nécessité. Mais c'est clair qu'il faut renforcer la sécurité qui est sur le site de Shark River actuellement. Donc, sachant que c'est la responsabilité du fédéral et que le ministre de l'Environnement a aussi la responsabilité de la protection de l'environnement et évidemment par effet collatéral, la protection des Québécoises et des Québécois et leur santé. Quelles sont les interventions que vous avez faites ou vous entendez faire auprès du gouvernement fédéral
pour qu'il fasse le meilleur des projets à cet égard.